Un poisson qui suit votre leurre, c'est bon signe, non? Ça veut dire qu'il est intéressé. Et si je vous disais que c'est tout le contraire, surtout en hiver? Aujourd'hui, on va démonter un mythe et comprendre pourquoi ces poissons vous suivent jusqu'au bateau, mais ne mordent jamais quand l'eau est froide. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va probablement changer votre façon de pêcher en hiver. Pour de bon. La raison est simple, mais presque personne n'y pense. C'est une erreur de logique que nous faisons tous. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, pour vous, un poisson suiveur, c'est un échec ou un encouragement? On la connaît tous, cette situation. Le lever de soleil sur un lac gelé, le silence, la buée qui sort de la bouche. On est là, motivé, malgré le froid. On nous a toujours dit de ralentir en hiver. C'est vrai. Mais ralentir ne suffit pas. C'est même parfois une partie du problème. On passe des heures au bord de l'eau. On voit enfin une ombre derrière le leurre. Le cœur s'accélère. On retient sa respiration. Et rien. Juste un demi-tour lent et dédaigneux du poisson qui repart vers les profondeurs. C'est une des plus grandes frustrations de notre passion, n'est-ce pas? Pour comprendre le problème, il faut arrêter de penser comme un pêcheur et commencer à penser comme un poisson en hiver. C'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. Pour commencer, il faut se mettre dans la peau, ou plutôt les écailles, d'un poisson en hiver. Imaginez que vous êtes un brochet. L'eau est passée de 20 degrés en été à seulement 4 ou 5 degrés. Vous êtes un animal à sang froid. Votre température corporelle est donc la même que celle de l'eau. Froide, très froide. Qu'est-ce que ça change? Absolument tout. Votre cœur bat plus lentement. Votre digestion est incroyablement lente. Vos muscles réagissent avec un temps de retard. Vous n'êtes pas paresseux. Vous êtes en mode survie, en hibernation active. Chaque calorie compte. Chaque mouvement est calculé. Votre cerveau reptilien vous crie en permanence une seule chose. Économise ton énergie. Ne bouge que si ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Comprendre cette réalité biologique est la toute première clé. Le poisson que vous visez n'est pas le même combattant explosif que vous avez connu en été. Il est devenu un expert comptable de l'énergie, et votre leurre est une dépense potentielle qu'il analyse avec une extrême prudence. Penser qu'il va se jeter dessus par pure agressivité est la première erreur fondamentale. Ce qui nous amène directement au deuxième point, la règle d'or de la nature en hiver, le ratio coût-bénéfice. Pensez à votre leurre comme à un repas au restaurant pour le poisson. En été, quand il a faim et plein d'énergie, il est prêt à payer le prix fort pour un bon plat. Il va faire un sprint de 10 mètres, se battre, dépenser beaucoup de calories. En hiver, c'est tout l'inverse. Il regarde le menu et il calcule. Cette proie qui passe, combien d'énergie vais-je dépenser pour l'attraper? Et combien d'énergie va-t-elle me rapporter? Si l'équation n'est pas largement en sa faveur, il ne bougera pas d'une nageoire. Une poursuite sur plusieurs mètres, même lente, est une dépense énergétique colossale. Le poisson suit votre leurre, il l'évalue, il fait ses calculs, et à la fin, il arrive à la conclusion que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Trop d'efforts pour un résultat incertain. Le demi-tour qu'il fait devant vos pieds n'est pas du mépris. C'est une décision purement rationnelle et économique. Votre offre n'était tout simplement pas assez rentable. Parlons maintenant de la digestion. C'est un point qu'on oublie souvent. En été, un brochet peut digérer une belle proie en 1 ou 2 jours. En hiver, avec une eau à 4 degrés, le même repas peut prendre plus d'une semaine à être digéré. C'est énorme. Pendant toute cette période, le poisson est lourd, moins agile, plus vulnérable face à d'autres prédateurs plus gros ou même face aux maladies. Son estomac est plein et il ne peut rien manger d'autre. C'est un risque. Par conséquent, les carnassiers en hiver vont privilégier des proies beaucoup plus petites. Des snacks faciles à digérer,
qui leur fournissent un petit apport d'énergie sans les mettre en danger pendant des jours. Votre gros leurre de 15 cm, qui fonctionne si bien en automne, devient soudainement un repas trop copieux, trop engageant, trop risqué. Le poisson le regarde, peut-être même qu'il en a envie, mais son instinct de survie lui dit « Non, c'est trop gros. Cherche quelque chose de plus simple. » Et il continue sa route, vous laissant avec votre leurre et votre frustration. Continuons avec les sens du poisson, qui sont eux aussi affectés par le froid. La vue, l'odorat, la ligne latérale, tout fonctionne au ralenti. L'information met plus de temps à arriver au cerveau et à être traitée. Imaginez que vous regardez un film au ralenti. C'est un peu ce qui se passe pour le poisson. Il voit votre leurre arriver. Il le détecte. Mais il a besoin de plus de temps pour l'identifier clairement. Est-ce une vraie proie? Est-ce un danger? Est-ce juste un débris qui flotte? Le suivi, c'est ce temps d'analyse. Il s'approche pour mieux voir, pour mieux sentir les vibrations avec sa ligne latérale. Il collecte des informations. Le problème, c'est que pendant ce temps d'analyse, votre leurre continue sa route à une vitesse, pour lui, encore trop élevée. Il n'a pas le temps de prendre sa décision, et le leurre est déjà presque arrivé au bord. Le poisson n'a pas refusé votre leurre. Il n'a simplement pas eu le temps de l'accepter. Nuance importante. Cela nous conduit à une vérité fondamentale sur la chasse en hiver. Un prédateur en eau froide n'est plus un poursuivant, c'est un chasseur d'opportunités. Il ne va pas patrouiller activement sur des kilomètres pour trouver une proie. Il va se poster dans un endroit stratégique, une cassure, un herbier mourant, une structure immergée. Et il va attendre. Il attend quoi? Une proie facile. Un poissonnet malade, désorienté, mourant. Une proie qui ne demande quasiment aucun effort pour être capturée. Quand il voit votre leurre qui traverse son champ de vision de manière rectiligne et constante, il ne voit pas une proie facile. Il voit une proie en pleine forme, qui va demander un effort de poursuite. Le suivi que vous observez n'est donc pas le début d'une attaque. C'est la fin d'une chasse qui n'a jamais commencé. Le poisson a évalué la situation et a décidé que cette proie-là n'était pas la bonne. Il ne veut pas courir un marathon. Il veut juste cueillir un fruit mûr tombé de l'arbre. Votre leurre, lui, court encore sur la branche. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Vos erreurs. La première, la plus commune, c'est la vitesse de récupération. Vous pensez certainement déjà pêcher lentement, mais je vous le garantis, ce n'est probablement pas encore assez lent. Votre lent, pour un poisson au métabolisme gelé, c'est encore une vitesse de TGV. Pensez à ça. Un petit poisson fourrage en hiver fait de tout petits mouvements, puis de longues pauses. Il ne nage pas sur 50 mètres à vitesse constante. Votre récupération linéaire est donc complètement anormale dans le paysage hivernal. Le poisson suit parce qu'il est intrigué par ce mouvement étrange, mais il n'y reconnaît pas un signal de nourriture. Pour lui, c'est juste un objet non identifié qui passe trop vite pour qu'il puisse justifier une attaque. La prochaine fois, essayez de récupérer si lentement que vous trouvez ça ennuyeux. Puis divisez encore cette vitesse par 2. C'est là que vous commencerez à approcher de la bonne vitesse pour l'hiver. La deuxième grosse erreur est directement liée à ce qu'on a dit sur la digestion, la taille de votre leurre. On a tous ce réflexe. On veut un gros poisson, donc on met un gros leurre. C'est une logique qui fonctionne très bien à d'autres saisons. Mais en hiver, c'est une erreur stratégique. Comme on l'a vu, un gros leurre représente un repas trop lourd, trop long à digérer, et donc un risque pour le poisson. Il va préférer faire 10 petits repas faciles plutôt qu'un seul gros repas compliqué. Regardez les pêcheurs au cou en hiver. Ils attrapent de très beaux poissons avec des appâts minuscules. C'est le même principe pour le leurre. Oubliez vos gros shad de 20 cm.
Passez sur des tailles de 7, 10, voire 5 cm pour la perche ou le cendre. Vous serez surpris de voir des brochets de plus d'1 mètre attaquer des leurres minuscules. Ils ne le font pas par faim dévorante, mais par opportunisme. C'était un snack facile qui passait par là. Pensez finesse, pensez discrétion. Passons à l'animation de votre leurre. En été, on aime les animations agressives. Des grands coups de sion, des leurres qui zigzaguent, qui font du bruit. Ça imite une proie en panique et ça déclenche l'agressivité. En hiver, cette même animation est contre-productive. Un leurre qui bouge trop, qui vibre trop fort, qui fait trop de bruit, envoie un signal très clair au prédateur « Je suis en pleine forme et plein d'énergie. M'attraper va te coûter cher. » C'est tout ce que le poisson ne veut pas entendre. Un prédateur en hiver cherche des signaux de faiblesse. Une proie mourante qui tombe lentement vers le fond. Un poissonnet qui frétille à peine sur place. Votre animation doit donc être minimaliste. Un petit tressautement du sion, puis une longue, très longue pause. Un grattage du fond ultra lent. Une récupération linéaire sans aucune vibration. Votre leurre ne doit pas crier « Attrape-moi si tu peux ». Il doit murmurer « Je suis une proie facile, viens me cueillir ». Il y a un concept en robotique qu'on appelle la vallée de l'étrange. C'est quand un robot ressemble presque à un humain, mais pas tout à fait, ce qui le rend dérangeant. C'est exactement ce qui se passe avec votre leurre. De loin, il intrigue le poisson. La silhouette, la couleur, la vibration l'attirent. Il décide de s'approcher pour investiguer. C'est là que commence le suivi. Et plus il se rapproche, plus il examine les détails. Et là, il entre dans la vallée de l'étrange. Le mouvement n'est pas tout à fait naturel. La texture n'est pas la bonne. La nage est trop mécanique. Les hameçons sont visibles. L'illusion est rompue. Le poisson comprend que ce n'est pas une vraie proie. La curiosité se transforme en méfiance. Et il fait demi-tour. Le suivi, c'est donc le processus durant lequel le poisson passe de la curiosité à la détection de l'arnaque. Votre but n'est pas de rendre votre leurre parfait. C'est de déclencher l'attaque avant que le poisson n'ait le temps d'entrer dans cette phase d'analyse. Et la couleur dans tout ça? On passe des heures, des fortunes, dans des boîtes remplies de leurres de toutes les couleurs. Le Fire Tiger, le bleu, le naturel. En hiver, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous choquer. La couleur est bien moins importante que vous ne le pensez. Bien sûr, dans des conditions de lumière ou de couleur d'eau très spécifiques, elle peut faire une petite différence. Mais 99% du travail, c'est la taille, la vitesse et l'animation. Un leurre de la mauvaise taille avec la mauvaise animation, même s'il a la couleur magique du jour, ne prendra rien. En revanche, un leurre de la bonne taille, présenté à la bonne vitesse et avec le bon mouvement, prendra du poisson même s'il est rose fluo. Concentrez-vous sur les fondamentaux. L'hiver est la saison de la mécanique, pas de l'esthétique. Le comportement de votre leurre prime sur son apparence. Arrêtez de changer de couleur toutes les 5 minutes et concentrez-vous sur le ralentissement de votre présentation. C'est là que se trouve la vraie clé du succès. On arrive au grand mythe de la pêche en hiver, la pause magique. Combien de fois on a entendu ou lu ce conseil? Si un poisson suit, arrête ton leurre. Fais une pause, ça va le déclencher. Ça peut fonctionner parfois, sur un malentendu. Mais la plupart du temps, c'est la pire chose à faire. Pourquoi? Rappelez-vous ce qu'on a dit. Le poisson est en phase d'analyse. Il suit, il observe, il se pose des questions. En arrêtant complètement votre leurre, vous lui offrez sur un plateau d'argent tout le temps nécessaire pour finir son inspection. Il va s'approcher, regarder votre leurre immobile sous tous les angles. Il va voir l'hameçon, l'agrafe, la texture du plastique, et il va se dire « C'est bien ce que je pensais, ce n'est pas une vraie proie ». La pause ne déclenche pas l'attaque, elle confirme la supercherie.
Au lieu d'une pause nette, préférez un simple ralentissement extrême, ou laissez le leurre descendre tout doucement vers le fond. Maintenez un minimum de vie, un minimum de naturel. L'arrêt total, c'est la mort de l'illusion. Un détail technique souvent négligé, mais crucial en hiver, la discrétion de votre montage. L'eau en hiver est souvent beaucoup plus claire qu'en été. Il y a moins de plancton, moins de particules en suspension. La visibilité peut être de plusieurs mètres. Chaque élément de votre ligne devient alors un signal d'alarme potentiel pour un poisson méfiant. Votre corps de ligne, s'il est trop épais ou d'une couleur flashy, peut être vu de loin. Votre bas de ligne en fluorocarbone doit être d'un diamètre raisonnable et surtout irréprochable. La moindre trace de frottement le rend visible. Et enfin, l'agrafe. On utilise tous des agrafes pour changer de leurre rapidement. Mais en hiver, une grosse agrafe brillante devant un petit leurre, c'est un énorme signal de danger. C'est comme un panneau clignotant qui dit « piège ». Optez pour les plus petites agrafes possibles, ou mieux encore, faites un nœud directement sur le leurre. En hiver, chaque détail compte. La finesse n'est pas une option, c'est une obligation. On doit maintenant aborder le point le plus important de cette vidéo, le changement de perspective le plus radical. Le voici, le suivi n'est pas une intention de chasse, je le répète. Le poisson qui suit votre leurre n'a, dans la majorité des cas, aucune intention de l'attaquer. Vous interprétez ce comportement avec votre cerveau de pêcheur. Vous vous dites, il est intéressé, il hésite. Le poisson, lui, fait tout autre chose. Ce que vous voyez comme un début de prédation est en fait soit une simple curiosité, soit un comportement territorial. C'est un changement de mentalité énorme. Tant que vous croirez qu'un poisson suiveur est un poisson qui a failli mordre, vous continuerez à faire les mêmes erreurs. Vous devez comprendre que le suivi est déjà le symptôme de l'échec de votre présentation. Le but n'est pas de convertir un suivi en attaque. Le but est d'éviter le suivi et d'obtenir une attaque directe et réflexe. C'est une toute autre approche de la pêche. Explorons cette idée de territorialité. Beaucoup de carnassiers, comme le brochet ou le black bass, sont extrêmement territoriaux, même en hiver. Ils ont leur zone de repos, leur poste de chasse. Ils n'aiment pas les intrus. Quand votre leurre pénètre dans cette zone, le poisson le détecte. Sa première réaction n'est pas la faim, mais la défense de son territoire. Il ne voit pas un repas, il voit un concurrent ou une menace. Il va donc s'approcher pour l'identifier. Puis il va l'escorter jusqu'à la limite de son territoire pour s'assurer qu'il s'en va bien. C'est exactement ce que vous voyez. Le poisson suit votre leurre sans agressivité, juste pour le raccompagner à la sortie. Une fois que le leurre est sorti de sa zone ou qu'il s'approche trop du bord, un danger pour lui, il fait demi-tour, sa mission accomplie. Il n'a jamais eu l'intention de mordre. Il faisait juste son travail de gardien. Vous ne pêchiez pas, vous le dérangiez. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler le test du prédateur. Le prédateur ne se contente pas de voir une proie, il l'évalue. Il teste son comportement. Un vrai poisson fourrage, quand il se sent suivi par un prédateur, va réagir. Il va paniquer, accélérer brusquement, essayer de se cacher. Il va montrer des signes de faiblesse et de peur. Ces signaux sont de puissants déclencheurs d'attaque pour le prédateur. Ils confirment que c'est bien une proie, et une proie vulnérable. Maintenant, que fait votre leurre? Il continue sa récupération linéaire et mécanique. Il ne change pas de vitesse. Il ne panique pas. Il ne montre aucun signe de vie ou de peur. Il échoue complètement au test. Pour le prédateur, ce comportement est anormal, suspect. Ce n'est pas comme ça qu'une vraie proie se comporte. C'est ce qui le conforte dans l'idée que ce n'est pas de la nourriture. Le suivi est une question, et votre leurre donne la mauvaise réponse. Enfin, un facteur externe simple mais souvent oublié. Vous. Le poisson vous a vu
surtout si vous pêchez du bord. En hiver, les berges sont souvent nues, sans feuillage pour vous camoufler. Votre silhouette qui se découpe sur le ciel, vos mouvements, sont des signaux de danger majeur. Le poisson a une excellente vision vers le haut. Il vous repère de très loin. Maintenant, mettez-vous à sa place. Il voit un objet étrange, votre leurre, qui nage droit vers la source du danger. Vous, sur la berge. Quel animal sensé ferait ça? Aucun. Une proie fuit le danger, elle ne va pas vers lui. Ce simple fait rend votre leurre extrêmement suspect. Le poisson peut le suivre par curiosité, mais plus il s'approche de vous, plus l'alerte danger dans son cerveau devient forte. Le demi-tour final n'est pas un refus du leurre, c'est une fuite instinctive face au pêcheur qu'il a très bien identifié. Habillez-vous de manière discrète, bougez lentement et restez en retrait de la berge. Alors, que faire? Passons aux solutions concrètes. La première est de changer votre approche mentale. Au lieu de pêcher en horizontal, c'est-à-dire lancer loin et ramener, pensez vertical, même du bord. L'idée est de faire travailler votre leurre le plus longtemps possible dans la zone la plus propice, avec un minimum de déplacement. Les techniques comme le drop shot, la pêche en verticale, ou simplement l'animation d'un leurre souple sur tête plombée avec de tout petits bonds sur le fond sont redoutables. Vous insistez sur une zone précise où vous suspectez la présence d'un poisson. Votre leurre reste sous son nez, il l'agace, il l'intrigue, jusqu'à ce que le poisson le prenne par réflexe sans avoir eu à faire un effort de poursuite. Vous lui servez le repas sur un plateau, directement dans son canapé. C'est la stratégie la plus efficace pour contrer l'économie d'énergie du poisson hivernal. Une autre technique dévastatrice est celle que les Américains appellent le dying fall, la chute mourante. Elle est d'une simplicité biblique, mais elle va à l'encontre de nos réflexes de pêcheurs. Le principe, vous lancez votre leurre, un leurre souple sans action de nage propre de préférence, comme un finesse. Et au lieu de commencer à récupérer, vous ne faites rien, absolument rien. Vous laissez le leurre descendre vers le fond sur ligne détendue ou semi-détendue. Pendant cette chute lente et planante, le leurre imite à la perfection un poissonnet blessé ou mourant qui tombe vers le fond. C'est la proie la plus facile qui soit. Zéro effort pour le prédateur. Il n'a qu'à ouvrir la bouche pour l'aspirer. La touche est souvent très subtile. Un simple toc dans la ligne ou un décalage de la bannière. Il faut rester extrêmement concentré. 80% de vos touches en hiver peuvent se produire de cette manière. Avant même le premier tour de manivelle. La troisième solution est une règle générale. Réduisez la taille de tout. On en a déjà parlé pour les leurres, mais ça s'applique à toute la chaîne. Prenez des leurres plus petits que ce que vous utilisez d'habitude. Si vous pêchez le brochet avec des leurres de 15 cm, passez à 10. Si vous pêchez le cendre à 10, passez à 7. Ensuite, affinez votre bas de ligne. Si vous êtes en 35 centièmes en fluorocarbone, essayez le 28. La discrétion est primordiale. Enfin, miniaturisez votre accastillage. Utilisez les plus petites agrafes possibles, les têtes plombées les plus légères, compatibles avec la profondeur. L'idée est de présenter un ensemble le plus naturel et le moins suspect possible. En hiver, la finesse paie toujours. Il vaut mieux avoir une touche sur un montage fin, quitte à risquer la casse sur un poisson record, que de n'avoir aucune touche avec un montage pour le thon. Pensez snack, pas repas de fête. Pensez discrétion, pas provocation. Enfin, dernière stratégie, si malgré tout, vous avez un poisson qui suit. La pire chose à faire est de relancer exactement au même endroit avec le même leurre et la même animation. Le poisson vient de refuser, il ne changera pas d'avis. Il est maintenant éduqué et encore plus méfiant. La meilleure chose à faire est de changer radicalement d'approche. Soit vous changez de poste, vous vous déplacez de 20 ou 30 mètres et vous laissez cette zone se reposer.
soit vous changez complètement de présentation. Si le poisson a suivi un shad en linéaire, proposez-lui une écrevisse qui gratte le fond sur place. S'il a suivi un poisson nageur, essayez un leurre souple en drop shot, animé de manière minimaliste. Il faut créer une rupture, une surprise. Proposez-lui quelque chose de si différent que sa curiosité l'emporte sur sa méfiance. Mais s'acharner avec la même stratégie est le meilleur moyen de ne plus jamais le revoir. Soyez imprévisible. Donc, pour résumer tout ça, le poisson qui suit en hiver n'est pas un poisson chasseur manqué. C'est un poisson économe qui vous dit que votre présentation est intéressante, mais pas assez convaincante pour justifier une dépense d'énergie. Il vous dit que votre leurre est trop rapide, trop gros ou trop suspect. Le vrai déclic, le voilà. Arrêtez d'essayer de le faire mordre pendant le suivi. Le suivi est déjà un échec. Le but est d'obtenir l'attaque par réflexe, avant même que le poisson ait le temps de réfléchir et de suivre. Quand vous comprenez ça, toute votre pêche hivernale change. Vous ne cherchez plus à séduire, mais à surprendre. Vous ne pêchez plus pour l'œil du poisson, mais pour son instinct le plus primaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle va vous aider à transformer ces suivis en vraies touches. Si c'est le cas, le plus beau des remerciements est un pouce bleu et un abonnement à la chaîne pour ne rien manquer. Et maintenant, la question qui tue, quelle est la technique ou le leurre qui vous a déjà sauvé une journée de pêche hivernale complètement vide? Partagez vos secrets dans les commentaires, ça aidera toute la communauté.